je commence par une citation qui va peut-être, s'il résonne dans votre tête encore pendant tout le reste, va peut-être trouver sa réponse à la fin. My life is revolution, from within and from without, or it's comedy. If I could only find someone who has the correct diagnosis. Ce n'est pas Woody Allen qui écrit ça, c'est Wilhelm Reich, 9 juillet 1919. Le lien entre orgasme et science-fiction semble établi chez Woody Allen, puisque c'est lors du tournage du sketch What Happens During Ejaculation, The Everything You Always Wanted to Know About Sex, 72, où il incarne en une parodie burlesque du célèbre Voyage fantastique de Richard Fleischer, un spermatozoïde récalcitrant lors de sa mise en orbite. Et c'est lors de ce tournage qu'il a l'idée d'un film entièrement futuriste, ce dont son assistant en réalisation, Fred Gallo, tente en vain de le dissuader en affirmant une règle d'or du métier. There are 4 things to stay away from in movies: boats and water, animals, kids and futurism. Allen se lance alors dans une réécriture parodique des tropes science-fictionnelles qui triomphaient alors sur la lancée de La planète des singes et du 2001 de Kubrick. Si l'on considère souvent Mel Brooks, avec qui Woody avait travaillé en tant que comique stand-up sur Your Show of Shows, comme le parrain du renouveau de la parodie potache avec son Blazing Saddles, les pastiches postmodernistes de Allen pour le New Yorker annonçaient dès 1966 cette carnavalisation des codes génériques de la culture savante et de la culture populaire qu'il allait opérer sur le grand écran, signant l'apogée de sa période ouvertement burlesque. Sleeper, Woody et les robots, dans la traduction française, le film de 1973, est une synthèse pour le moins délirante des grands motifs de la science-fiction, allant du classique When the Sleeper Wakes de Herbert George Wells, qui fournit le cadre d'ensemble de la diégèse, au Brave New World de Huxley, ainsi que de l'iconographie cinématographique du genre, parodiant autant ses grands succès que des œuvres cultes telles que THX, donc 1138 dont on a parlé, ou Alphaville. Cryogénisé à la suite d'une opération chirurgicale mineure, Miles Monroe est ramené à la vie 200 ans plus tard dans une Amérique devenue une dystopie hédoniste qui fusionne les tropes divergents d'Huxley et d'Orwell, dont on reconnaît notamment la figure bienveillante de Our Leader, souhaitant bonne nuit à ses citoyens téléspectateurs du haut de sa falaise, en chaise roulante et avec un labrador à ses côtés. Utilisé par les révolutionnaires de l'underground pour infiltrer le gouvernement, il est le seul à être dépourvu d'identité biométrique, ce qui fait de lui l'ultime alien, quintessence de l'étranger. Il se retrouve robot domestique chez Luna Schlosser, Diane Keaton, emblème des bourgeois bohèmes, qui existaient déjà, les bobos, de l'establishment dictatorial. C'est là qu'après une séance d'orbe, condensée futuriste de divers psychotropes en une pure sphère de plénitude sensorielle, scène tout à fait burlesque, apparaît un des motifs du film qui connaîtra le plus de succès dans l'imaginaire culturel. Bon, je vais quand même montrer les extraits parce que c'est quand même ce qui est plus rigolo dans tout ça. Oh, that was wonderful. I feel so refreshed. I think we should have had sex, but there weren't enough people. We'll use the orgasmatron. That's a good idea. Come on. You know, I think Beverly's nose looked larger tonight. Oh, it's such a good time. All in all, the party came off quite well. Certainly as good as last night's or the night before's. Maybe not quite as good as last Saturday's, but you know something, Harold? I love a party with the things. Donc c'était la scène, là c'est un montage. Donc l'orgasmatron restera le novum le plus marquant du vaste catalogue qui, à la manière de l'expositio rhétorique des classiques, articule le film. Le novum, défini comme lancé par Darko Suvin, qui considère la science-fiction comme la littérature de la connaissance distanciée, cognitive estrangement, marque le point de différence qui distingue le monde présenté dans la diégèse science-fictionnelle de l'univers de référence du lecteur, devenant le trait définitoire du genre lui-même. Après une première présentation jouant sur la défamiliarisation de l'encyclopédie fictionnelle des spectateurs, il s'agira de le mettre en contexte dans l'univers de fiction, science-fiction, construit par le film. Ainsi, après l'exposition initiale de l'orgasmatron, Miles ayant kidnappé Luna qu'il gagne peu à peu à la cause rebelle, celle-ci lui propose de performer du sexe avec elle par l'intermédiaire de la machine. C'est donc cette scène. Perform sex with me? Perform sex? I don't think I'm up to a performance, but I'll rehearse with you if you like. Okay. I just thought you might want to. They have a machine here. Machine? I'm not getting into that thing. I'm strictly a hand operator. You know, I don't like anything with moving parts that are not my own. Sex is different today. You see? We don't have any problems. Everybody's frigid. Oh, that's incredible. You know the other men impotent?
Yeah, most of them, except for the ones whose ancestors are Italian. Right, I knew there was something in that pasta. Donc, érigé en pilier du système, we've got orbs, telescreen and orgasmatrons. What else do they want? Se demande Luna au sujet des révolutionnaires. L'orgasmatron devient symboliquement un piège pour Miles qui tente en vain d'y échapper. Plus tard, lors de sa reprogrammation, l'orgasmatron devient le fétiche qui souligne sa soumission, la soumission de Miles. On le verra lécher frénétiquement l'objet dans un laboratoire, mais très brièvement. Tout un cycle est ainsi parachevé, qui, malgré son rôle relativement mineur dans l'ensemble de l'œuvre, puisque ce qu'on a vu, c'est la totalité des références du film à l'orgasmatron, il va pourtant durablement marquer sa réception critique et populaire. La plupart des gens qui ont vu le film pensent à l'orgasmatron, c'est une des références comme iconiques du film. Bien qu'Allen et son co-scénariste Marshall Brickman n'aient pas fait de déclaration explicite à ce propos, ce novum futuriste faisait référence à une machine non moins étrange qui, elle, venait du passé récent. Vous aurez en effet peut-être reconnu les similitudes avec une autre machine qui a aussi beaucoup marqué l'imaginaire, qui est l'accumulateur d'orgones de Wilhelm Reich. L'accumulateur d'énergie orgonale, je cite, est un instrument assemblé et matériellement agencé pour que l'énergie vitale présente dans l'atmosphère de notre planète puisse être recueillie, accumulée et rendue utilisable à des fins scientifiques, éducatives et médicales, écrit Reich dans son opuscule publicitaire « L'accumulateur de l'énergie de l'orgone ». L'énergie primordiale cosmique, nommée énergie d'orgone cosmique, fut découverte, dit-il, dans l'intervalle des années 36 et 39 en Norvège, nous explique-t-il en faisant référence à ses expériences pour les moins hétérodoxes lors de son premier exil, bien que la découverte initiale a été pour l'essentiel complétée en 1940 dans le Maine, donc tout près d'ici, un endroit que Alain aime d'ailleurs, je me rappelle, on avait coïncidé dans une émission. La majorité des humains ayant perdu le contact avec le courant naturel de l'énergie d'orgone, il s'impose de le réactiver au moyen de cette machine thérapeutique qui pourra guérir tous les maux, dont le cancer. Et donc, bon, vous avez plusieurs images de l'accumulateur de l'orgone, des images publicitaires de toutes sortes. Il y a une publicité dans les années 70 encore de ce que vous pouvez faire dans votre cuisine. J'aurai une séquence, bon, il y a plein de trucs assez rigolos, mais je ne pourrais pas tout vous montrer, mais il y a une séquence assez intéressante où on voit comment ça marche dans un film culte, Mysteries of the Organism, dont on reparlera. Symptomatiquement, aucune référence n'est faite dans son pamphlet à l'orgasme. Toutefois, l'étymologie même montre la filiation entre ces recherches pour les moins farfelues, qui renouent avec la tradition romantique de la naturphilosophie et partant du vitalisme classique qui tentait d'expliquer le vivant depuis l'Antiquité jusqu'à sa réfutation par la biologie moderne, et les premières théories sur l'orgasme qui rendirent Reich initialement célèbre. Véritable évangéliste sexuel, selon l'expression de Turner, Reich érigeait l'orgasme en point d'orgue de la santé, autant sur le plan psychique que physique. It is quite striking, écrivait-il dans son essai On Genitality de 1924, that amongst the 28 male and 14 female neurotics I have treated, there was not one who did not manifest symptoms of impotence, frigidity or sexual abstinence. Il confiera lui-même à Richard Sturba qu'il ne peut vivre 2 jours sans orgasme, sans ressentir des malaises physiques proches de l'évanouissement. Sturba le décrira de fait comme un narcissiste génital, obsédé par l'idée que les autres psychanalystes résistaient à sa théorie à cause d'une jalousie sexuelle inconsciente, n'étant pas aussi puissant que lui. There is only one thing wrong with neurotic patients, concluait-il dans The Function of the Orgasm de 1927, the lack of full and repeated sexual satisfaction. Poussant la primauté freudienne de la sexualité génitale jusqu'au bout, il érige les troubles génitaux en symptôme suprême de la névrose, affirmant que l'orgasme seul peut rompre les digues de la répression stagnante chez les patients, les guérissant bien plus rapidement que le lent et long processus de l'analyse conventionnelle. Celle-ci, selon l'orthodoxie freudienne, en était venue par ailleurs à considérer la répression comme part inhérente de la condition humaine, ce à quoi Reich s'oppose frontalement, introduisant la politique pour réconcilier le potentiel révolutionnaire de la psychanalyse avec le marxisme, alors même que les communistes affrontent le fascisme naissant dans les rues de Vienne. Il s'agit de libérer le réservoir de libido sur lequel l'ego s'est figé, afin que le patient puisse atteindre la chaleur curative de l'orgasme total. Pour cela, le thérapeute se doit d'être, je cite, sexuellement affirmatif, ouvert aux tendances polygames réprimées,
de ces patients et encourageant, voire enseignant ces patients à avoir des orgasmes satisfaisants, seul gage d'une thérapie réussie. Guidance of masturbational practices during treatment, écrit Reich dans son étude des mœurs sexuelles excentriques de ses patients à l'ambulatorium en 1922, is an essential and active therapeutic tool in the hands of the analyst. Dès lors, l'orgasme devient la panacée pour guérir tous les maux, incluant le fascisme rampant qui le forcera à l'exil, menant à ce que ses critiques, qui le moquaient déjà à l'époque comme le, je cite, prophète d'orgasme plus grand et plus fort, nommeront une utopie génitale. L'induction thérapeutique de l'orgasme n'avait en soi rien de nouveau, étant déjà considérée chez les anciens Grecs comme la cure de l'hystérie, permettant de repositionner la matrice baladeuse dont la maladie tirait son nom. Comme l'évoque Rachel Maines dans The Technology of Orgasm, message to orgasm of female patients was a staple of medical practice among some, but certainly not all, Western physicians from the time of Hippocrates until the 20s. Ce traitement, on s'en doute, n'allait pas sans risques moraux, exigeant des médecins, selon l'expression d'un de leurs confrères, des mains propres et un cœur pur. D'où l'intérêt de leur substitution par des machines. Dès 1878, un vibromasseur électromécanique fut utilisé dans l'hôpital de la Salpêtrière à Paris pour traiter les femmes hystériques, dont les orgasmes firent aussitôt spectaculariser et reproduits mécaniquement pour la plus grande joie des voyeurs mâles. Désiré Magloire Bourneville publia aussitôt un atlas photographique en 3 volumes, incluant plusieurs planches de femmes sous orgasme mécaniquement stimulées. Dès lors, le vibromasseur allait devenir un artefact essentiel du dispositif médico-disciplinaire. Et donc, vous en avez vu parce que ça circule partout sur Internet. C'est un des classiques des blagues et des mèmes viraux. Mais bon, il y a toutes ces vieilles publicités pour les vibromasseurs qui étaient donc très répandues dans le discours médical. Et ici, on voit d'ailleurs un peu comment ça fonctionne d'une façon, vous voyez, aussi censurée, puisque la localisation est un peu changée. Alors, ce qui va être assez rigolo, c'est que le vibromasseur va finir par s'introduire dans... bon, c'est difficile de ne pas faire de... Donc, il va s'introduire dans les premiers films pornographiques, donc jetant un certain discrédit sur sa prétendue asepsie thérapeutique. La littérature libertine avait d'ailleurs toute une tradition bien établie de jeu avec les godemichés, dont la version électrique ne pouvait que s'inspirer. Bon, là je saute parce que comme je vais déborder beaucoup, mais, et puis le sujet se prête, mais donc je vais sauter sur les divergences entre Reich et Freud. C'est quoi la version qu'avait Freud de l'orgasme pendant différentes périodes de son écriture. Je vais passer aussi sur les expériences de la sexpole, donc, qui est donc l'aspect le plus politique de ce que Wilhelm Reich fait dans les années 30. Tout ça c'est assez intéressant, mais je vais essayer de garder un petit peu la route. Critiqué, voire vilipendé par les freudiens orthodoxes, Reich va renchérir sur sa théorie de l'orgasme qu'il distingue de la simple satisfaction sexuelle. It is not just to fuck, you understand? Not the embrace in itself, not the intercourse. It is the real emotional experience of the loss of your ego, of your whole spiritual self, expliquera-t-il. Il décrira ainsi dans The Therapeutic Significance of Genital Libido les 8 règles de l'orgasme total. Vous pourrez vous en enquérir lors de la période des questions si le sujet vous intéresse. C'est alors que vont commencer ces expériences biomécaniques sous l'égide de la fée électricité, partant d'un des postulats initiaux de Freud sur la nature électrique ou chimique de la libido. Je cite Turner, when he broke down his patients' repressions in therapy, they apparently felt a streaming of current, an itching, a surging, a feeling of soothing warmth or of sweetness. Et c'est là que donc il commence à essayer de quantifier cette énergie. Reich hoped to quantify these pleasurable sensations in millivolts with an oscillograph, a device designed to measure and record electrical charge, and began to try to quantify the libido, rigging up the nipples and genitalia of various volunteers with silver electrodes. His test subjects were joined to the machine by wires that ran to his bedroom. Reich would instruct them to masturbate, to suck each other's nipples, to scratch, kiss, tickle, pinch, and caress one another. They did almost everything but have sex, and they would have done that too, had it not been for the difficult problem of where to attach the electrodes. Pour la petite anecdote, Willy Brandt, le futur chancelier allemand, fut un de ses patients, ainsi que les patients catatoniques de l'asile danois Sickehus, suscitant des rumeurs d'accouplement forcé.
L'oscillographe devient pour Reich une sorte de détecteur de mensonges pour la puissance orgasmique, établissant la frontière entre un orgasme banal et un orgasme total. Il écrira à son ex-femme qu'il voudrait établir des câbles jusqu'à Prague pour la connecter à son oscillographe afin de détecter la teneur de ses sentiments à son égard. The cornerstones of life, namely currents and electrical charges, are disrupted in modern people, and this makes them neurotic, explique-t-il. Et donc, bon, il va développer toute sa théorie autour de ça. Mais c'est ce qui va le mener peu à peu à une rupture épistémologique et à une rupture proprement mécanique. Comme pour ce dévancier thaumaturge Mesmer, le magnétiseur, l'homme sain devient une machine électrique en harmonie avec les énergies du cosmos. C'est alors que naît l'idée de l'accumulateur d'orgones. Le premier modèle à taille humaine est construit donc en 1940 dans son garage de Forest Hills. Je vais aussi passer sur la description de la machine. Alors, il s'agissait bel et bien d'une énergie sexuelle au départ, permettant de sentir une excitation lors des séances de rechargement. Mais de plus en plus isolée et menacée par le backlash puritain de l'Amérique d'après-guerre, Reich en viendra à minimiser, voire à nier cette dimension au profit des bienfaits thérapeutiques généralistes, allant du traitement des varices à celui de la psoriasis ou du cancer, opposant les bienfaits de son invention à l'arme apocalyptique chargée de forces mortifères de l'énergie atomique déchaînée par Oppenheimer et le Manhattan Project. De fait, en avril 50, le désaveu est poussé jusqu'au bout. Il écrit dans le Orgon Energy Bulletin, « The organ accumulator, as has been clearly stated in the relevant publication, cannot provide orgastic potency. » En fait, ce qui va être intéressant, c'est que malgré cette démarche reichienne, le fantasme va être beaucoup plus fort que ce que lui-même, le fantasme dans la réception de la machine orgastique va être beaucoup plus fort que ce que l'accumulateur d'orgones se veut concrètement pour son créateur. L'irruption de la machine, qui coïncide symptomatiquement avec le tournant vers le paradigme cybernétique, baptisé par Wiener en 1948, est en elle-même un aspect de la coupure majeure qui s'opère dans la pensée reichienne à la suite de son expulsion de l'IPA, de l'Organisation de psychanalyse internationale, coupure signalée par Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, œuvre largement consacrée à Reich, d'ailleurs paru un an avant The Sleeper et un an après Mysteries of the Organism, l'autre film culte, et signalant un pur moment reichien de la culture savante. Je cite Deleuze donc, et Guattari, « Reich fut le premier à poser le problème du rapport du désir avec le champ social. Il est le vrai fondateur d'une psychiatrie matérialiste. Au nom du désir, il fit passer un champ de vie dans la psychanalyse. Dans la résignation finale du freudisme, il dénonçait une peur de la vie, une résurgence de l'idéal ascétique, un bouillon de culture de la mauvaise conscience. Plutôt partir à la recherche de l'orgone, disait-il, l'élément vital et cosmique du désir, que de continuer à être psychanalyste dans ces conditions-là. Personne ne lui pardonna, tandis que Freud eut le grand pardon. Il avait le premier essayé de faire fonctionner ensemble la machine analytique et la machine révolutionnaire, et à la fin, il n'avait plus que ces machines désirantes à lui, ces boîtes paranoïaques, miraculeuses, célibataires, à parois métalliques garnies de laine et de coton. Le caractère paranoïaque et schizophrène de l'accumulateur d'orgones, pleinement revendiqué par Deleuze et Guattari, fut souligné dès ses origines par les anciens collaborateurs de Reich, opérant une inversion du paradigme de la machine schizoïde, analysé par Tosk dans un célèbre article de 1919, « On the Origin of the Influencing Machine in Schizophrenia ». Si l'accumulateur d'orgones était loin de l'orgasmothérapie initiale de Reich, signant de fait la coupure entre les deux étapes de sa théorie et ses ramifications dans la praxis, la réception critique allait superposer les deux pour construire un fantasme machinique, celui de la machine orgasmique. Symptomatiquement, l'histoire que Christopher Turner fait des théories reichiennes et de leur réception américaine, particulièrement ancrée dans l'accumulateur, s'intitule « Adventures in the Orgasmatron, How the Sexual Revolution Came to America ». Dès le titre, la version parodique de Woody Allen y éclipse littéralement le dispositif reichien, signalant comment le fantasme a fini par s'emparer de celui-ci. Qu'il ait triomphé autant chez les partisans que les détracteurs de Reich témoigne de sa force dans l'imaginaire culturel. Et là, il y a toute une partie, évidemment, très drôle et intéressante, qui est celle de comment, effectivement, en suivant les pas de Turner, comment cet accumulateur en est venu à être une sorte de objet culturel, objet de civilisation qui a ouvert les portes de la révolution sexuelle américaine. Et là, je ne sais pas combien de temps on a encore à peu près, mais
Ouais, donc voilà, donc je vais sauter complètement cette partie-là. Alors, bon, c'est dommage dans le sens que, bon, ça pourrait faire l'objet de tout un cours de 3 heures, tout ça. Le truc, évidemment, c'est que il va y avoir un impact immédiat de l'accumulateur d'organes dans les bases de ce qui deviendra la contre-culture, finalement, dès les années 40. Dès l'immédiate après-guerre, il y a une réception à Greenwich Village entre tous les outsiders, les misfits, etc., ce que Norman Mailer va définir comme les hipsters, les vrais hipsters. Donc, le vrai hipster fait référence, j'ai la citation, à Reich, et c'est une figure orgasmique, etc., etc. Tous les écrivains un peu de cette mouvance, Baldwin, Kazin, etc., écrivent sur l'impact du modèle reichien. William Burroughs en fait ça devient presque la figure iconique, au point que quand Kurt Cobain va visiter Burroughs, il se fait une photo dans l'accumulateur d'organes de Burroughs. Bon, il en a eu beaucoup, puisqu'il a consacré un article assez célèbre à cette question, qui s'appelle My Life in Organ Boxes, où il retrace toutes les boîtes qu'il s'est construit lui-même d'accumulateurs d'organes pour toutes sortes de raisons. Vous connaissez Burroughs. Donc il a fait ses propres modifications, ses propres améliorations de la machine pour d'autres usages, pour d'autres types d'orgasmes. Alors ce qui va être assez curieux, c'est que, donc ça c'est du côté des partisans de Reich, ils vont totalement fantasmer sur les possibilités sexuelles de l'accumulateur, contrairement à ce que Reich lui-même dit de plus en plus. Mais c'est surtout les détracteurs, ceux qui vont s'opposer, qui vont faire une vraie croisade morale contre Reich à l'intérieur des États-Unis, qui vont créer une sorte de figure très très fantasmatique. D'ailleurs, l'article qui va lancer la croisade contre lui, c'est un article qui s'appelle The New Cult of Sex and Anarchy, et c'est un article de 1947. Alors c'est assez drôle parce qu'il mélange Reich avec Henry Miller. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ne savaient pas trop l'un de l'autre, mais bon, ça tombe finalement assez bien. Puis ce qui est assez ironique, c'est qu'évidemment, il y a toute cette croisade morale, mais du coup, tous ces sortes de drop-outs qui coïncident avec les beats, mais qui ne sont pas nécessairement des beats, il voit affluer des gens. Miller commence à recevoir des gens qui viennent le voir à Big Sur en lui disant « Je veux faire partie du culte du sexe et l'anarchie ». Donc c'est assez drôle parce que, évidemment, c'est aussi parce qu'on est dans cette période de macartisme extrêmement étouffant que finalement l'idée de ces idées est beaucoup plus forte, l'appel de ces idées est beaucoup plus fort. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ça va mener, il va y avoir un article extrêmement important en 1964 de Times. Il faudrait vraiment aller dans le détail pour comprendre l'étendue de ça. Mais l'article de Times, c'est l'article qui définit la révolution sexuelle. En fait, c'est l'article, et ce qui est très ironique, c'est que le titre s'appelle Morals, the Second Sexual Revolution. Donc ce que nous appelons la révolution sexuelle, c'est autoproclamé officiellement la deuxième révolution sexuelle, puisqu'ils étaient conscients que Reich avait écrit la révolution sexuelle dans les années 30 et que c'était finalement un héritage des années 30 et que ce qu'on était en train de vivre dans les années 60 était une sorte de remake ou de transformation. Alors ce qui est assez intéressant dans cet article aussi, c'est qu'il y a l'image que l'Amérique est devenue une boîte à organes. Dr. Wilhelm Reich may have been a prophet. For now, it sometimes seems that all America is one big organ box. Et donc, dans cet article, et là, il y aurait des choses à citer assez intéressantes, c'est vraiment l'image que l'Amérique est en pleine révolution sexuelle, mais que cette révolution sexuelle, c'est une boîte d'accumulateurs d'organes et qui est évidemment devenue une boîte à orgasme. Et parce que dans l'article de Time, le parallélisme, la fusion se fait totalement entre la machine et l'idée de l'orgasme. Donc, l'article est de 64 et on a parlé du débat de l'orgasme depuis les années 40, depuis l'après-guerre. Et là, c'est sûr que ça bascule complètement. On passe vraiment dans la culture populaire, c'est-à-dire que l'idée, l'image même de la machine qui donne des orgasmes commence à se retrouver partout. Il y aurait des trucs rigolos si on avait le temps et tout ça. Évidemment, vous pensez peut-être à Barbarella. Il y a la célèbre scène de la torture par l'orgasme dans Barbarella. Il y a un détournement de cette idée dans
The Holy Mountain, la montagne sacrée de Jodorowsky. Enfin, il y a plusieurs figures, et ce n'est pas seulement Woody Allen dans The Sleeper. Mais donc, je vais sauter à la conclusion. Comme tout réel novum, donc, selon la théorie de Souvin, l'orgasmatron aide à comprendre davantage le moment historique où le film est produit et diffusé, au lendemain des espoirs utopiques en une révolution sexuelle parfaitement reichienne que celui de l'avenir représenté. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où ça bascule, c'est qu'au moment où le Time consacre officiellement la révolution sexuelle, il y a un autre texte extrêmement important qui paraît, c'est le texte de Herbert Marcuse, qui avait été collègue de Reich dans l'école de Francfort, qui avait d'ailleurs eu des idées de freudo-marxisme, comme on l'appelait à l'époque, assez poussées dans Eros and Civilization, mais qui revient complètement sur ces idées-là et qui, dans L'homme unidimensionnel, fait une critique de ce qu'il appelle la désublimation répressive. Ou précisément, ce qu'il dit, c'est que la révolution sexuelle qui est en cours n'est qu'une cooptation de la révolution sexuelle par le capitalisme et que donc, en fait, ce à quoi on est en train d'assister, c'est à une transformation, une mutation totale du projet révolutionnaire et que le sexe devient un outil de répression. Et évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans The Sleeper. Donc bon, c'est tout ça que j'allais vous raconter et que je vous résume. Le succès populaire de l'orgasmatron et du film qui le met en scène s'explique ainsi par le fait qu'il cristallise un fantasme culturel qui n'avait eu de cesse de se superposer à l'accumulateur d'organes reichiens. La machine orgasmique était enfin rendue visible, incarnant à la fois les craintes et les espoirs d'une génération qui venait de perdre l'innocence ou jouait à le croire. Plus encore, c'est par le sourire distancié et la tradition burlesque du slapstick que Woody Allen illustrait la désublimation répressive sans tomber dans les affres des critiques apocalyptiques, selon la terminologie introduite par Umberto Eco. Il semblait ainsi régler pour un temps la grande querelle de l'orgasme qui avait traversé un demi-siècle, permettant enfin d'en rire, non tant selon la sévère tradition satirique des classiques, castigat ridendo mores, que par une décomplexion toute nouvelle que Lipovetsky allait analyser, justement en référence à Woody Allen, comme l'un des signes du narcissisme postmoderne, se jouant à la fois des jeux d'Eros et Thanatos et des promesses modernes d'une émancipation radicale, comme des antises d'une déshumanisation sans lendemain. Merci.